Bascule. Donc, je suis Emmanuel Keita, donc j'ai été présenté, je ne vais pas le refaire. Je travaille sur les réseaux bayésiens avec la société Bayésia. Je suis partenaire pour la région Bretagne. Voilà, ils ont développé une solution logicielle Bayésia Lab qui est assez aboutie et qui évite, justement, je suis statisticien, je suis pas codeur, donc j'ai un laboratoire d'analyse bayésienne. Enfin, c'est pas de l'analyse bayésienne, c'est des réseaux bayésiens. Pour les statisticiens, il y a une différence. Voilà. Donc c'est vraiment une technologie qui va nous permettre d'aller au fond des choses. Donc voilà quelques sociétés qui les utilisent, en général des grands comptes. Mon positionnement, c'est d'apporter cette technologie à des PME ou à des structures un peu plus petites pour leur faire bénéficier de la puissance de calcul et de raisonnement qu'il y a derrière. Alors, le titre, c'était « À la découverte des réseaux bayésiens », donc c'est parti, on va raconter l'histoire. Tout commence par des problématiques de décision. Tous les jours, nous avons des décisions à prendre, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre travail. Et puis, on est dans un monde qui est complexe, on est dans un monde où il y a de l'incertitude, et puis tout ça fait que ça devient vite compliqué de prendre des décisions rationnelles. Notre cerveau est limité aussi. Bon, nous avons une certaine expertise de nos domaines. Et puis, depuis quelque temps, nous avons la data qui vient s'ajouter à cette expertise. Et si on peut fusionner les deux, on augmente nos capacités à décider. Une phrase de Daphne Koller, donc, qui est la spécialiste des réseaux bayésiens, qui nous dit que notre capacité intellectuelle est limitée, on a du mal à mettre en relation les choses, et donc les ordinateurs qui, eux, le permettent, vont nous aider à le faire, et c'est ce qui a permis l'explosion des réseaux bayésiens. La structure existait en tant que telle, il y avait des graphes de raisonnement probabilistes, mais faire les calculs, c'était trop compliqué, et donc l'intelligence artificielle fait que les choses sont devenues possibles. Sauf que quand on veut prendre des décisions, on aime bien comprendre ce qui se passe, et on nous dit que ce qui se passe dans les machines, on ne peut plus le comprendre. Donc on doit faire confiance à la machine, et là même never, donc c'est fini, on pourra, voilà, il y a trop de données, on ne peut plus, et il faut faire confiance à la machine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se laisse guider par les machines, ou on va plus loin? Ça me fait rebondir sur un sujet qui est justement qu'est-ce qu'on propose? Est-ce qu'on propose des experts qui savent tout et puis qui, comme des oracles, qui vont nous donner des solutions? Est-ce qu'on va plus loin? J'aime bien Data2B par l'approche qu'ils ont, qui est très graphique, très interactive. C'est ce que j'appelle, ce qui est appelé le principe de falsifiabilité, c'est-à-dire quand on a un modèle, n'importe qui doit être capable de le remettre en cause. Et c'est ça que j'aime aussi dans les réseaux bayésiens, c'est que peu importe qui je suis et ce que je sais faire, le modèle que je ferai peut être critiqué par tout le monde. C'est pas un algorithme qu'il y a derrière, bon, il y en a, mais le résultat final, on le verra, nous permet d'aller plus loin. Alors, est-ce qu'on fait confiance aux boîtes noires qui fonctionnent de mieux en mieux, qui nous apportent en effet des choses intéressantes, ou est-ce qu'on s'oriente vers des choses un peu plus ouvertes? C'est-à-dire, voilà, moi je suis un être humain, j'aime bien manipuler les choses, j'aime bien remettre en cause. Voilà, la machine me donne une solution, mais je veux l'adapter à mon contexte. Et point très important qui est, donc hier j'ai été auditionné par la commission Villani, donc qui s'occupe de la cohabitation homme-machine. Donc on voit que la machine, homme et intelligence artificielle, et la question qui ressortait, c'était l'acceptabilité de ces solutions d'intelligence artificielle. Ça va monter, on va en être envahi. Comment les rendre acceptables? Pas en les imposant, mais vraiment en venant au secours des différentes personnes qui en ont besoin. Et puis, l'intelligence augmentée à l'IBM, on peut la faire autrement. On a du mind mapping. L'analogie que je fais avec les réseaux bayésiens, c'est le mind mapping. Voilà, on va résumer les données qu'on a sous forme d'un arbre, et puis cet arbre, on peut le partager à tout le monde. En 5 minutes, on comprend ce que c'est. Pas besoin d'être data scientist, pas besoin d'avoir assisté à une réunion.
pas besoin de rentrer dans le fond des choses. Et ce que vont permettre les réseaux bayésiens, par contre, c'est de partir de n'importe quel point de cet arbre et de remonter l'information partout. Et puis, on aime bien co-construire un réseau bayésien, c'est un graphe qu'on va pouvoir couper, recoller, etc., selon nos envies. Donc, penser et partager. Alors, on va voir dans un premier temps, c'est la découverte, donc le cadre de modélisation dans lequel on se situe quand on travaille en général, et puis on aura après quelques exemples à la volée, et puis voilà, je vous laisserai deviner de quoi il s'agit, puisqu'en principe, vous devez comprendre graphiquement ce que sont les réseaux bayésiens. Donc, c'est une modélisation du monde de la façon dont on va faire les choses. Donc, comme tous les modèles, il sera faux, mais il peut être utile. Donc, on va avoir deux axes. Le premier axe, ça sera quel est le but du modèle qu'on fait. Est-ce que c'est d'expliquer ou de prédire? Et on s'aperçoit que dans beaucoup de publications, même scientifiques, la confusion se fait entre les deux. On prend des prédictions pour faire de l'explication et on arrive à des résultats qui ne sont pas toujours bons. Donc d'un côté, on a ce qu'on appelle les corrélations, c'est-à-dire des choses qui vont évoluer ensemble, mais qui n'ont pas de lien de causalité. Puis d'un autre, on a les causes, et donc la causalité. Donc voici quelques questions, la probabilité que des choses arrivent, et puis pour les causes, ben voilà, comment je peux agir sur certaines choses ou quels seront les effets. Et puis, on a le second axe, qui est un axe de théorie et de données. Donc, la théorie, on en a toujours eu besoin, et la science s'est développée là-dessus, mais de plus en plus, ce sont les données qui prennent le pas. Et on en arrive à un point où on nous dit, ben voilà, les données vont nous générer des modèles, on n'a plus besoin de théorie, c'est la fin des haricots, laissez les machines décider. On va voir que non, heureusement. Sur cette carte, je vais juste positionner le machine learning. Voilà, il est en haut à gauche, donc très utile quand on a beaucoup de données et quand on veut faire de la corrélation. Qu'est-ce qui se passe pour tout le reste? Et notamment pour la partie de causalité, ben, on a encore besoin de l'humain. C'est l'homme qui va apporter sa matière première. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, qui est responsable? Et donc, la force de l'intelligence artificielle, justement, c'est un support à l'intelligence humaine. Et ce n'est pas remplacer ce que nous pouvons faire. Et donc, nous avons toujours besoin de connaissances expertes. Et les réseaux bayésiens vont couvrir tout ce cadre-là. On va le voir comment. Alors, une petite définition. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau bayésien? C'est une technologie qui permet une représentation qualitative, c'est-à-dire un graphe, et quantitative, c'est-à-dire avec des chiffres, des probabilités, de notre savoir. C'est un outil, ce que je mets en premier en avant, c'est que c'est un outil de communication. C'est un outil qui ensuite va nous permettre de modéliser les choses facilement, de les partager. Toujours la communication. C'est un outil qui va nous permettre de faire de l'inférence, c'est-à-dire de faire des simulations. Et puis c'est un outil qui va nous permettre de faire du machine learning. Alors ça vient d'où? Comment ça se prononce? Souvent j'entends des personnes qui s'arrêtent au mot. Donc vous avez quelques prononciations anglaises et françaises, bayésien en français. Voilà, Judea Pearl qui a eu la médaille Turing en 2011, qui a révolutionné un peu le monde de l'intelligence artificielle et des statistiques. Network, un réseau, c'est un informaticien. Ça aurait été un matheux, il aurait appelé ça graphe. Et puis Bayes, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on est dans un endroit, on tient compte de ce qu'il y avait, de ce qu'il y a autour. Donc sachant que, en probabilité, c'est du Bayes. Juste une parenthèse, pour ne pas confondre avec les réseaux de neurones, qui est un secteur de recherche actif et qui apporte beaucoup de résultats intéressants. Donc Stéphane Mala, qui était à l'ENSAI pour l'anniversaire il y a 2 ans, et puis qui intervient régulièrement, nous interpelle sur le fait que voilà, c'est très bien, ça va très vite, ça nous donne des résultats intéressants, mais quand ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Donc j'en reviens toujours à cette question, qu'est-ce qu'on fait pour comprendre? Comment est-ce qu'on sort de la boîte noire? Les réseaux bayésiens, c'est une technologie de l'intelligence artificielle qui va nous permettre, qui est faite pour ça,
de rentrer dans le raisonnement, dans l'analyse, dans la recherche, pour structurer et vérifier la validité des raisonnements aussi. Donc on va pouvoir aller au fond des choses, juste pour nous montrer, voilà, on a on va dire c'est une carte stratégique, on doit agir sur des choses. Il y a des actions à faire et des actions qui sont déjà en cours. Donc combien d'actions à faire, voyez-vous? 5 actions à faire. Ok, on en a 5. Et puis, le monsieur qui a fait ça envoie le document à son chef, et puis ben, le document arrive par courrier, et le chef ouvre le document, et la question se pose, voilà, et l'autre lui avait dit, il y a vraiment beaucoup de boulot, il se dit, il se fout de moi. Combien d'actions à faire? 1. Et c'est assez intéressant parce que j'aime bien cet exemple qui nous permet de... Voilà, on a besoin du contexte quand on fait les choses, et le bayésien, c'est ça, c'est sachant que, donc, qu'est-ce qui se passe autour, et comment je peux en profiter pour être, voilà, pour être carré par rapport à ce que je vais proposer. Et donc, on peut l'expliquer, le modéliser avec un réseau bayésien, très rapidement. On demande à des experts, ben, comment ça se fait que, machin, il dit, ben voilà, il faut tenir compte du soleil, et puis il y a l'ombre projetée. Donc le soleil va projeter ces rayons lumineux qui vont remonter, et donc ce qui va nous donner du relief, c'est l'origine de la lumière, c'est l'ombre projetée. Notre cerveau, alors là les pourcentages c'est moi qui les ai mis comme ça, mais voilà, donc l'origine de la lumière, ben, en général elle vient du haut, parfois du bas, parfois de côté. L'ombre projetée de droite, de gauche, on peut augmenter les choses. Et puis, donc, quand on met le système à 0, on est à 50% en relief, 50-50. Et dès qu'on active en vert l'ombre projetée qui est vers le bas, hop, on voit qu'on est en forme convexe. Donc, réseau bayésien, pas de code, rien du tout. On voit des experts. Pas besoin de... Voilà, là, je vous dis, est-ce que mon modèle, il est bon ou pas? Vous pouvez dire, bah non, c'est pas bon. C'est pas la lumière qui agit sur le relief, mais le relief sur la lumière, le sens de la flèche est pas bon, etc. Un autre exemple pour comprendre les réseaux bayésiens. Donc là, voilà, on va partir de la proposition qui nous dit « dès qu'il pleut, je prends mon parapluie ». Donc on voit qu'en logique, les deux sens qui sont pris en compte, en logique mathématique, c'est oui, oui ou non, non. Le reste, ça n'existe pas en logique, mais on sait que c'est plausible. Je peux prendre mon parapluie quand il fait chaud, pour me protéger du soleil, par exemple. Donc on va construire notre réseau, voilà, le fait qu'il pleuve va déclencher le fait que je prenne mon parapluie. On va avoir des tables de probabilité, donc ça peut être des fichiers qui vont être retraduits en tableau de contingence. Et puis, la distribution de probabilité. Donc on voit que dans un état où il ne se passe rien, ben, les gens ont tendance à prendre leur parapluie souvent. L'information va circuler comme ça, mais elle va aussi circuler dans l'autre sens. C'est-à-dire, si j'active le fait que je vois quelqu'un avec un parapluie, le réseau bayésien va recalculer toutes mes probabilités, il va recalculer la probabilité de la pluie, on va voir que, voilà, quelqu'un qui prend un parapluie, ben, il y a de fortes chances qu'il pleuve. Et donc, on voit que dans un réseau bayésien, l'information circule dans tous les sens. Et donc, toute la puissance de calcul, c'est ça, c'est en fonction du réseau qu'on aura. Dès qu'on va activer une connaissance qu'on a, tout va se propager et toutes les probabilités vont être mises à jour. Rapidement, quelques exemples et outils. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes, très bien. Donc, on peut faire de la modélisation sans données. On réunit des experts, on les fait cogiter ensemble, on les met d'accord sur le processus qu'ils font. En 2-3 jours, ça produit ça. Ils ont ensuite possibilité, parce que ce ne sont pas des data scientists, d'avoir une interface pour jouer avec les petits curseurs, et même de partir avec leur tablette en opération pour intervenir sur des situations d'urgence où ils ne savent pas justement comment faire. Pour l'apprentissage, avec des données cette fois-ci, donc là c'est un exemple des 500 plus grosses entreprises américaines, sur 5 ans, voilà un tableau de corrélation. Voilà le réseau bayésien. Il mettra en relation, en proximité, que les choses qui sont importantes. Aucune utilité de mettre dans notre relation Apache et McGraw-Hill.
Voilà. Donc vraiment, on va à l'essentiel dans notre tableau et on représente les choses. Là, c'est la page qui pique un peu, je vais passer. Voilà, on utilise de l'entropie, la théorie de l'information, pour justement la taille des nœuds que vous voyez, ben, c'est ce que je dis, c'est voilà, c'est la capacité, c'est la force du nœud dans le réseau, etc. Les arcs aussi peuvent être plus ou moins épais en fonction de l'information qu'ils vont faire circuler. Il y a de la complexité pour trouver ça. On voit que le nombre de manières de relier 3 nœuds, ben, ça en fait 25, et puis ça monte 47, c'est plus faisable. Donc il y a des heuristiques, des algorithmes. Le point clé là-dedans, c'est dans l'étude des graphes, il y a un concept qu'on appelle la déséparation, qui va nous donner l'information de l'indépendance. C'est-à-dire rien qu'en regardant un graphe, par exemple ce graphe-ci, je sais que N1 et N3 ben, sont dépendants via N2. Et dès que j'aurai une information sur N2, ces deux-là deviendront indépendants. Plus aucun lien entre eux. Et donc ça va nous permettre de faire de la sélection de variables pour les modèles. J'ai un modèle avec 4000 variables. Qu'est-ce que je fais? Je dois chercher sa couverture de Markov, c'est-à-dire la cible de mon modèle, ce que je veux prédire, ce que je veux étudier, c'est ça. Et bien il suffit que je trouve ses parents, ses épouses et ses enfants. Tout le reste à la poubelle, ça ne me servira à rien, puisque c'est conditionnellement indépendant à ça. Donc c'est vraiment un outil très puissant dans ce domaine-là. Ensuite, les équations, bah, c'est très simple, c'est de ce genre-là. Ben, la seule équation, c'est ça se lit sur le graphe, les relations de probabilité. Voilà, c'est la probabilité de là où on est par rapport à ses parents, et on les multiplie entre eux. Ensuite, tout va se jouer dans les graphiques. Ici, c'est une représentation d'une étude sur les parfums, voilà, avec la quantité d'informations que l'on peut avoir. C'est un genre d'ACP, on peut dire ça comme ça, mais qui permet de projeter les choses. On peut faire de la maintenance industrielle, donc on peut programmer, on peut monter des réseaux bayésiens. Alors, je ne l'ai pas dit, mais un réseau bayésien, les graphes n'ont pas de cycle, en principe. Ben, le cycle, on l'introduit par du temps. Donc, on va simuler des centaines et des centaines de réseaux bayésiens qui vont faire que les calculs vont pouvoir se faire. Ici, ben, voilà, ça parle de soi-même. L'étude de gauche, c'est des études de coûts de plan média. L'étude de droite, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais voilà, c'est est-ce qu'on va investir dans une start-up ou pas? Est-ce qu'on va embaucher des experts ou pas, en fonction du prix, en fonction de pas mal de choses. Donc, diagramme d'influence. Voilà le genre de graphique qu'on peut faire. Donc, on fait des intervalles de confiance, on fait pas mal de choses. Et puis, dernièrement, sorti il y a 2 semaines, de la réalité virtuelle, voir ces réseaux bayésiens en 3D. Avec peut-être des applications pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc il y a une API qui est dédiée aussi à ça et qui permet, pour ceux qui aiment coder, de pouvoir mettre ça sur leur site web, de stabiliser les rotors d'hélicoptères d'Airbus ou des choses comme ça. Voilà, bon, je vais passer sur cette partie-là, mais c'était juste pour rappeler qu'il y a une différence entre les données observationnelles et les données causales, c'est-à-dire quand on fait des études, eh ben, ici, par exemple, voilà, le prix des maisons est fonction du nombre de garages. Ben, c'est pas parce que vous allez construire 2 garages de plus que votre maison va avoir son prix multiplié par 2. Enfin, voilà, c'est juste ça. Et donc les réseaux bayésiens vont permettre de faire de la chirurgie de graphes, une fois qu'on sait les lire, de voir, bah tiens, ces relations-là, en fait, quand je veux prédire, il faut que je les enlève, etc., de pouvoir agir sur l'environnement. Et donc juste un rappel de ce qu'on s'est dit. Réseau bayésien, donc représentation qualitative et quantitative des données, outils de communication, et puis ça couvre un petit peu tous les domaines qui nous intéressent pour l'aide à la décision. Merci. Temps de questions. Des questions? Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Je suis Julien Diot, je suis étudiant en Data Science dans une école d'ingénieurs agronome. Je voulais donc
Oui, votre présentation nous montre qu'on a aussi besoin de support des probabilités a priori. Comment on récupère ces probabilités-là et comment on s'assure, puisque j'imagine que des fois, on ne peut pas la connaître absolument, donc comment on fait pour l'approximer et bien l'approximer? Alors, probabilité, ça vient des jeux de données, c'est-à-dire on va prendre un tableau, on fait un tableau de contingence, donc un tableau croisé, on fait des pourcentages, estimation par le maximum de vraisemblance, classique. Quand on n'a pas de tableau, ben, l'idée c'est de, justement, il y a une plateforme qui est développée pour ça, donc on réunit des experts, on leur fait construire, c'est un petit peu ce que je montrais pour les interventions en urgence, on leur dit, ben voilà, quelle est votre problématique, quelle est la cible, quelles sont les différentes variables importantes pour vous, comment est-ce qu'on peut y arriver, et donc en fait à chaque question qui sera posée, il y aura une table de probabilité à compléter avec de la vraisemblance aussi, c'est-à-dire par exemple on va dire quelle est, ok vous arrivez en opération, la première chose que vous voyez c'est que c'est un homme ou une femme, donc la première variable ça sera le sexe de la personne, ben voilà, dans ce type de pathologie là on voit plus d'hommes. Donc, donc on va leur soumettre à voter. Derrière leur écran, on va essayer de limiter les biais, parce que quand le chef, en général, vote un truc, les autres y suivent. Et puis chacun pourra mettre aussi en plus une estimation de vraisemblance, c'est-à-dire le pourcentage de connaissances qu'il a sur le sujet, le pourcentage de certitude. Donc il va dire, ben, c'est un homme à 80%, et j'en suis sûr à 100% parce que j'interviens tout le temps. Et puis l'autre à côté va mettre, ben, c'est un homme à 60%, mais j'en suis pas sûr parce que j'interviens qu'une fois tous les machins sur ce type, donc c'est 10%. À partir de là, on va pouvoir construire, donc on va projeter les deux réponses, enfin toutes les réponses, on va mettre en concurrence celle qui a la probabilité la plus forte et la plus faible. On engage une discussion, et ensuite on arrive à, comme ça, à construire des probabilités expertes pour le domaine. Dans ce cas, ça ne limite pas la taille des réseaux? Ça ne limite pas, pardon? La taille des réseaux? Ah ben oui, dès lors qu'on fait de la causalité, de toute façon, on se limite à des réseaux de taille raisonnable. Après, on peut partir de réseaux qui ont été construits par l'intelligence artificielle, comme celui du SP500, et rajouter ensuite sa connaissance. C'est-à-dire, ben, moi je sais que l'influence du cours de bourse, il se fait de Google vers Apple et non pas de Apple vers Google. Donc on change le sens de la flèche. Ou bien on se dit, ben, celle-là, je ne veux pas en tenir compte parce qu'elle est parasite, elle est exceptionnelle, donc je coupe la flèche. Ou je veux rajouter le fait qu'il y a la météo qui agit dessus, donc je rajoute ma flèche. Donc c'est vraiment un système assez ouvert qui va permettre de faire ça. Merci. Oui, merci, bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation bien intéressante. Et en termes là, ici, on travaille vraiment sur du supervisé, puisque c'est l'expert, enfin vous, qui définissez les critères qui vont rentrer en jeu dans le réseau. Est-ce qu'il existe des méthodes de découverte automatique des critères importants? J'ai volé la question de mon voisin. En fait, alors quand on génère le graphique du SP500, on lance des algorithmes en non supervisé. Donc il y en a qui vont être rapides parce que ça prend du temps, donc c'est un maximum weight spanning tree pour commencer en général, pour découvrir, c'est l'arborescence qu'on a vue. Et puis ensuite, plus on voudra aller profond, plus on prendra des algorithmes type tabou, etc. Pour aller creuser un petit peu ce qui se passe. Donc, mais ça reste quand même tout ça à la fin, c'est supervisé par l'expert, c'est pas le. Tout ça à la fin, ben, soit on le produit comme tel, je suis pressé, j'ai mon chef qui m'appelle, hop, je lance mon truc et je viens le voir. Et puis là, il regarde, il me dit, ok, c'est bien, mais là, tu t'es peut-être trompé. Bon, ok, je corrige. Voilà. Soit on prend du temps vraiment et on veut faire donc on lance un premier truc, on regarde, on en lance un peu plus. Alors oui, il y a toujours la difficulté dans les réseaux bayésiens, c'est d'arbitrer entre la représentation des données et la représentation du graphe. C'est-à-dire si on veut représenter correctement toutes les données, ben on fait un graphe hyper connecté. Tout est connecté, mais ça n'a plus de sens. C'est ce que j'expliquais. Si on veut si on veut que ça ait du sens pour nous, ben faut qu'il y ait le moins d'arcs possible. Mais moins on en a, moins on est proche des données. Donc c'est le MDL score, voilà, qui va nous permettre de faire un arbitrage. Et donc après, il y a des solutions
On va pondérer le poids des données dans le MDL score pour pouvoir jouer, comparer des modèles. Enfin, il y a plein de... Par contre, au niveau de l'analyse préliminaire, vous n'avez pas justement d'approche graphique d'interpolation combinatoire à ce moment-là. C'est après que ça vient. Oui. Merci. Tout à fait. Et j'en profite aussi, en approche préliminaire, les réseaux bayésiens se font sur du discrétisé. Donc il y a toute une autre difficulté là-dedans, qui est comment discrétiser au mieux les données, donc comment conserver la distribution de probabilité, et voilà, pour faire en sorte que ça ne joue pas aussi sur la qualité du modèle après. Bonjour, justement par rapport à toutes ces bonnes pratiques qui sont édictées pour mener à bien ces projets, existe-t-il des domaines fonctionnels pour lesquels les réseaux bayésiens sont avérés moins performants? Disons que la limite des réseaux bayésiens, contrairement aux réseaux de neurones, c'est pour ça que je disais c'est très intéressant, c'est qu'ils ne sont pas faits pour calculer vite. Voilà. Donc tout ce qui nécessite énormément de données, énormément de puissance de calcul, les réseaux bayésiens sont encore à la peine. Par contre, on l'a vu, une fois qu'on prend le temps de calculer, par exemple avec une couverture de Markov, on coupe tout, on garde juste ce qu'on a envie, et là on peut aller un peu plus vite. Donc je dirais la limite c'est ça. L'autre limite, on voit que les nœuds sont connectés entre eux. Un réseau bayésien avec une cible et 40 nœuds qui pointent dessus, il explose. Parce qu'en effet, on a une table de probabilité qui sera les 40 variables fois les 40 états fois machin, ça marche pas. Donc c'est pareil, il faut limiter le nombre d'entrées sur chaque nœud pour que, de manière calculatoire, ça reste viable. J'ai juste une question, vous avez mentionné le MDL score, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? MDL score. Allez, en une phrase. C'est dans la théorie de l'information, quand on envoie une information à quelqu'un, il y a deux choses qui partent. Il y a le message et il y a le code qui va permettre de traduire ce message. Et donc le MDL score, c'est une formule qui va nous dire OK, je tiens compte de la qualité du message et je tiens compte de la qualité de mon décodeur. Donc soit j'envoie tout le décodeur et tout le message, et auquel cas ça va me prendre du temps, et voilà. Soit j'envoie tout le décodeur et très peu de données, et j'espère qu'avec ce très peu de données, sachant que le décodeur il est complet, ils vont arriver à comprendre. Soit j'envoie toutes les données et pas le décodeur, et puis ils se débrouillent, voilà. Donc il y a tout cet arbitrage-là à faire. Et donc en fait, quand on va construire un réseau bayésien, ça sera on va dire que le message, ce sont les données qu'on a dans chaque nœud, enfin c'est les données qu'on a dans notre table, dans notre fichier. Le décodeur, ce sont les liens entre tous les nœuds. Donc si je connecte tout, ma table de codage elle est complète, mais voilà, c'est pas exploitable. Comme compléter, c'est un peu comme le plus petit facteur commun, c'est la description minimum de longueur minimum. Voilà. Ouais. D'autres questions? Non. Bon, on applaudit Emmanuel. Merci.